Bonjour à tous. Merci à Noussim de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. J'ai été vraiment impressionnée par la qualité des interventions jusqu'ici, donc j'espère pouvoir continuer dans cette lignée. Alors, je me présente. Je suis Cyrielle Offray. Je suis Senior Manager au Global Development Incubator, ou GDI. GDI est un incubateur d'initiatives sociales dans le secteur du développement international. Ça fait une dizaine d'années qu'on existe. On a incubé plus de 70 initiatives. Dans initiatives, il y a des ONG, il y a des entreprises sociales, il y a des partenariats, des choses qu'on a incubées au sein d'autres organisations comme la Banque mondiale. Voilà, donc tout un, euh, toute une sélection de différentes initiatives. Donc, plus de 70 initiatives incubées. Et pour ces initiatives, une partie de ce qu'on fait, c'est de lever des fonds aux côtés de ces entrepreneurs et de ces équipes qui portent ces projets. Et on a levé plus de 900 millions de dollars pour ces initiatives. Mon travail, personnellement, se porte principalement sur notre portfolio dans le secteur de l'emploi et de l'insertion. Et donc, d'où mon invitation aujourd'hui. Une des initiatives que l'on a incubées et avec laquelle on est encore en cogestion aujourd'hui avec le Aspen Institute, c'est le Global Opportunity Youth Network. Donc, ma collègue Laura Rosen était là un petit peu plus tôt pour vous parler du travail de GOIN. Donc, moi, je travaille avec elle depuis plus de 4 ans à ses côtés. Dans le cadre de ce partenariat avec GOIN, on a mené toute une exploration des modèles financiers soutenables pour les programmes d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes et cette exploration a donné lieu à un rapport, le FinYouth Report, que je vous encourage à trouver en ligne si le sujet vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va parler de certaines des conclusions de ce rapport et notamment le modèle de financement basé sur les résultats, Results-Based Financing, ou RBF en anglais. C'est lié intimement au sujet de l'évaluation d'impact, et c'est pour cela que j'ai réuni en fait ces deux sujets dans ma présentation, donc innovation financière d'un côté et évaluation d'impact de l'autre. Alors, je m'excuse, les slides sont en français, mais comme je vais présenter, normalement, vous devriez pouvoir saisir mon propos et ne rien manquer si vous ne pouvez pas suivre sur les slides. Donc, on a entendu beaucoup ce matin qu'il y a une question de manque de ressources pour les programmes d'emploi et d'insertion des jeunes. Et effectivement, avoir plus de ressources, ce serait toujours mieux. Effectivement, on pourrait toujours mettre plus vers l'emploi, vers l'insertion, et ça nous permettrait de passer un certain nombre de programmes à l'échelle. Mais on est aussi dans un contexte de contraintes budgétaires, parce qu'il faut être réaliste. Et donc, il se pose la question de l'optimisation des ressources existantes. C'est-à-dire, comment peut-on faire mieux avec les ressources que l'on a ? Puisque l'on a des budgets gouvernementaux, on a des budgets philanthropiques qui sont dédiés à l'emploi et à l'insertion aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces budgets soient utilisés au mieux ? Et donc, je voudrais me référer à une étude qui date un petit peu, c'est vrai, de 2016, mais qui en fait démontrait que seul un tiers des programmes d'emploi des jeunes, enfin d'emploi et d'insertion des jeunes, menaient à des résultats durables en termes de taux d'emploi ou d'augmentation des revenus. Donc, ça veut dire que la majorité en fait, de ces programmes n'avaient pas un impact significatif sur les performances des jeunes sur le marché du travail. Donc, on est face à vraiment un problème significatif, c'est-à-dire qu'on a des ressources, mais on les utilise pour des programmes qui n'ont pas les résultats que l'on souhaite obtenir. Et en fait, on a vu deux problèmes principaux sur ces programmes qui n'ont pas l'impact attendu. Donc, typiquement, une inadéquation des compétences développées par les jeunes lors de ces programmes avec les demandes du marché du travail. C'est-à-dire que les jeunes sont formés sur des compétences qui ne leur servent pas à sécuriser un emploi par la suite. Et de l'autre côté, il y a aussi un vrai manque de suivi et d'évaluation sur ces programmes, parce qu'il n'y a pas en fait finalement d'incitation pour les fournisseurs de services à suivre et à mesurer les résultats de leur travail sur le marché du travail. Donc, on ne sait pas forcément ce qui marche.
Alors après, on a entendu aujourd'hui, bien sûr, des exemples de programmes qui marchent très bien et qui font cette évaluation et cette mesure d'impact, et c'est génial. Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est voir ça beaucoup plus sur l'ensemble des programmes dans ce secteur-là. On sait que c'est malheureusement pas la majorité des programmes qui font ça. Alors, le financement basé sur les résultats, c'est quoi? Donc, c'est en fait tous les modèles de financement ou les paiements qui sont faits aux fournisseurs de services. Donc, ça peut être une ONG ou un institut de formation, un institut d'éducation. C'est pas forcément, enfin, ça peut être une structure privée ou publique. Que ces paiements sont conditionnés par l'atteinte de résultats spécifiques. Alors, ça peut être partiellement ou complètement conditionné à l'atteinte de ces résultats, et non pas seulement par la réalisation d'activités. Donc, dans le contexte de l'emploi des jeunes, les structures de financement basées sur les résultats, typiquement, vont déclencher en fait des paiements aux fournisseurs de services sur des indicateurs comme le placement des jeunes, l'insertion des jeunes dans un emploi, ou la rétention des jeunes sur le marché du travail après une certaine période, ou dans un contexte de programme de formation à l'entrepreneuriat, par le lancement effectif d'une entreprise ou la génération de revenus par cette entreprise. Et en fait, si ces résultats ne sont pas atteints, le paiement n'a simplement pas lieu. C'est-à-dire qu'on ne paye que pour ce qui marche. Alors, trois intérêts principaux pour ce type de modèle. Donc, d'une part, c'est une question d'efficacité. C'est-à-dire que les fournisseurs de services dans ce système sont incentivisés à se concentrer vraiment sur la réalisation de résultats et non pas l'exécution d'activités. Donc, le financement est vraiment dirigé vers les programmes qui marchent et qui peuvent délivrer ces résultats. Le deuxième avantage, c'est l'innovation. Parce qu'on est beaucoup moins dans la micro-gestion des activités, de vérifier que le curriculum qui avait été sur lequel on s'était mis d'accord au début de la conception du programme, que le nombre de formateurs qui avait été mis au début est bien le bon, etc. etc. On est vraiment sur le focus sur les résultats qui sont obtenus. Ça permet aux prestataires de services, aux fournisseurs de services, instituts de formation, etc., d'innover et d'adapter leur approche s'ils se rendent compte qu'ils n'atteignent pas les résultats obtenus, sans devoir rentrer dans des mécanismes de reprendre le contrat, etc. Ils peuvent innover, ils peuvent tester de nouvelles approches. Et finalement, ça permet aussi d'attirer des funders, des sources de financement qui peuvent être différentes, comme par exemple des investisseurs à impact pour pouvoir fournir le capital nécessaire en fait à l'exécution du programme en attendant les paiements liés aux résultats. Alors c'est écrit en tout petit, mais il y a en fait différentes structures possibles en termes de financement basé sur les résultats. Alors souvent je parle de ces choses-là en anglais. Je pense que ce sont les bonnes traductions en français. Donc, on parle de contrat de résultat. Ouais. Donc, ça, c'est le modèle le plus simple. Ensuite, il y a des structures qui sont un petit peu plus complexes, comme les Social Impact Bonds ou les Outcomes Funds, qui, en fait, font ça et amènent justement ces financements par des investisseurs à impact. Et puis, il y a des choses qui sont plus ésotériques, qui n'ont pas été testées très souvent, mais comme les Social Impact Guarantees. Tous ces différents modèles, en fait, essayent de faire la même chose et, en fait, essayent de résoudre certaines des complexités qui sont liées à ces modèles. Donc, par exemple, la difficulté de passage à l'échelle. Les Outcomes Funds prennent une approche où ils essayent de standardiser justement le processus pour pouvoir pour pouvoir travailler de cette manière à grande échelle. Le fait de devoir avancer justement des fonds aux prestataires de services, etc. Donc, ces différents modèles sont adaptés de manière différente pour traiter ces différents sujets, mais tous fonctionnent sur le même principe de financement lié à l'atteinte de résultats spécifiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de suivi d'impact et d'évaluation ? En fait, comme vous pouvez sans doute le deviner, le financement basé sur les résultats, ça ne peut que fonctionner si on a une infrastructure de suivi et d'évaluation d'impact qui est robuste. Parce qu'en fait, on ne peut pas payer pour des résultats si on n'est pas sûr qu'ils ont été obtenus, tout simplement. Et donc, on voit 4 besoins principaux pour les institutions de formation, les prestataires de services qui travaillent dans ce domaine, s'ils veulent pouvoir mettre en place un modèle de financement basé sur les résultats. Il faut évidemment être capable de suivre les participants au-delà de la réalisation du programme. C'est-à-dire qu'il y a l'insertion dans l'emploi, mais il y a aussi éventuellement
la rétention sur le marché du travail à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. On a besoin d'avoir l'infrastructure en place pour pouvoir suivre les jeunes au-delà de la période du programme. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin de l'infrastructure nécessaire pour gérer des données sensibles. Donc la situation d'emploi, les revenus en particulier, on a besoin d'avoir les systèmes en place pour pouvoir traiter ça de manière correcte en termes de confidentialité et de data privacy. Souvent, on voit qu'en fait, ces capacités de suivi et d'évaluation ne sont pas forcément présentes chez les fournisseurs de services et les institutions de formation. Donc, il faut pouvoir investir aussi dans le développement de ces capacités au début pour permettre de mettre en place ce type de programme. Et enfin, il faut bien comprendre qu'en termes de suivi et d'évaluation d'impact, oui, bien sûr, on met ça en place pour pouvoir déclencher ces paiements liés au financement basé sur les résultats. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est utiliser ces données pour permettre l'amélioration continue des programmes. En fait, les institutions de formation, les fournisseurs de services, les données d'insertion et de rétention, c'est pas seulement pour pouvoir déclencher ces financements, c'est aussi pour pouvoir leur permettre de comprendre ce qui marche et ce qu'ils peuvent améliorer pour améliorer ces indicateurs. Donc, on parle de gestion adaptative grâce à ces systèmes de mise en place. Voilà, et donc je finis avec 3 exemples en fait, qui sont tirés du travail qu'on fait avec GOIN et donc le réseau de partenaires GOIN qui travaillent sur les sujets d'emploi des jeunes à travers le monde, pour vous montrer que ce sont des systèmes, enfin des structures qui ont déjà été testées et mises en place dans différents pays et dans différents contextes. Un des meilleurs exemples, c'est en Colombie, le programme CIPSCO, qui a été mis en œuvre par la Fondation Corona avec un certain nombre de partenaires, donc qui a été déjà lancé en 2017, donc il y a déjà quelques années, et qui en fait est très très intéressant parce qu'il y a une vraie évolution au fil des années et au fur et à mesure que le programme démontrait son efficacité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par un Social Impact Bond, qui est la structure un petit peu de base, mais qui est assez complexe à mettre en place. Donc, c'est difficile de faire ça à l'échelle. De mémoire, le premier Social Impact Bond qu'ils ont fait a placé de 800 à 900 jeunes sur le marché du travail. Ça a très bien marché. Le gouvernement a souhaité continuer le programme. Ils en ont fait un deuxième, qui a également très bien marché. À ce moment-là, ils ont été capables de mettre en place un Outcomes Fund, donc qui est une structure qui permet de faire ce type de contrat à plus grande échelle. Ça leur a permis de faire deux Social Impact Bonds de plus sous la structure de ce fonds. Donc, au total, ces 4 Social Impact Bonds ont réussi ont démontré l'insertion d'environ 5000 personnes vulnérables. Et sur la base de la démonstration de l'efficacité de ce modèle, la municipalité de Bogota a ensuite décidé d'implémenter des contrats de résultats pour ces programmes de formation. Et c'est aujourd'hui 22 000 personnes qui sont ciblées par ce type de contrat dans la municipalité de Bogota. Donc, on voit vraiment aussi qu'il y a un effet d'apprentissage. Et même si certaines de ces structures sont complexes à implémenter quand on part de zéro, après plusieurs années, quand l'ensemble des acteurs de l'écosystème a compris comment cela fonctionnait, que les infrastructures de suivi et d'évaluation ont été développées pour permettre d'exécuter ces contrats, on peut avoir vraiment un passage à l'échelle. Et c'est l'objectif que s'est fixé Youth Build Mexico au Mexique, donc un autre partenaire GOIN, qui a lancé son premier Social Impact Bond en 2024, l'année dernière, qui cible aujourd'hui 500 jeunes, pareil, sur des programmes de formation et d'insertion. Donc le programme est encore en cours, donc on n'a pas encore les résultats, mais leur objectif, c'est de reproduire en fait cette trajectoire, c'est-à-dire de commencer par démontrer la validité et l'efficacité de ce modèle, puis de pouvoir passer à l'échelle à travers différents mécanismes. Et enfin, un autre exemple aussi au Kenya sur lequel on travaille à la fois aussi en partenariat avec l'Institut Aspen, c'est un Outcomes Fund. Donc ça permettrait d'exécuter en fait plusieurs contrats de résultats au sein d'une même structure pour l'insertion de 10 000 jeunes lorsque le programme sera passé à l'échelle.
Ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est qu'on vise en particulier la modification, enfin la transformation des pratiques au sein des instituts de formation technique publics qui ont aujourd'hui des taux d'abandon des programmes et des taux qui sont très élevés et des taux de placement vers l'emploi qui sont très faibles. Et donc vraiment, on essaye de transformer cette partie du secteur public pour lui permettre d'opérer de façon plus efficace. En tout cas, c'est le but de la structure qu'on est en train d'essayer de développer. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Et je prendrai volontiers des questions par la suite. Merci. Bona tarda, gràcies per convidar-me a aquest espai. J'espère que cette presentación será de votre intérêt. Y para comenzar, me gustaría hacer una pregunta al público. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí os consideráis expertas en evaluación? Vamos a decir técnicas de evaluación. Bien. ¿Y cuántas de las personas que estáis aquí habéis tenido relación con la evaluación? Es decir, de alguna manera en vuestros proyectos. Bien, vale. Bien, gracias. Ahí vamos mejor. Vale, porque una de las cosas que vamos a ver hoy, que es muy importante, es precisamente esto, ¿no? La relación de la evaluación con el diseño y la intervención, ¿no? Entonces, nada, voy a ir muy rápido porque es muy tarde, ya estamos todas muy cansadas y voy a ir a lo importante. Ayuda en acción, llevamos 40 años, 18 países y estamos ahora enfocados en lo que llamamos la triple E, que es educación, empleo, emprendimiento y mercados inclusivos. Desde 2013 estamos en el programa España, centrados en empleabilidad, a raíz de un proyecto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lo que nos permitió es toda esta trayectoria que llevábamos, de alguna manera sistematizarla, o sea, como tener claras cuáles eran las palancas de cambio y sobre todo hacer lo que se llama una evaluación aleatoria, una RCT, que es una Random Control Trial, que bueno, lo que haces es aleatorizar la muestra para, de alguna manera, realmente ver cuál es el impacto real atribuible. Entonces, esto nos ha permitido, a raíz de ese proyecto, continuar un poco con el modelo que ahora nos ha llevado a, bueno, tenemos dos grandes proyectos, podemos decir, que son los que llamamos Impulsa e Impulso Empleo Joven, en centros educativos y fuera de centros educativos, y además otra iniciativa de innovación de intervención con un asistente virtual para la empleabilidad que estamos desarrollando actualmente. Vale, si nos vamos a lo que es bueno, perdón, y tiene 4 líneas principales de intervención, era un poco por contextualizar lo que luego voy a contar. Tenemos como 4 líneas principales de intervención, que es la mejora competencial, orientación vocacional, relacionamiento con el entorno y herramientas para la búsqueda activa de empleo, ¿no? Todo bajo el paraguas del acompañamiento y la orientación sociolaboral. ¿Qué es lo que quería un poco resaltar? Lo primero tiene que ver con la cultura de la evaluación. Venimos de una cultura de la evaluación en el que en las entidades hacemos las evaluaciones como rendición de cuentas. Es decir, me lo pide el financiador. Punto. Y es un error. Es un error porque perdemos todo el valor de la evaluación. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando y hemos cambiado de este momento de solo rendición de cuentas al siguiente paso, que es una perspectiva sistémica. No me voy a poner con tecnicismos, simplemente es que lo que hace es mirar la intervención en su globalidad, no solo los resultados e impacto, sino qué es lo que he hecho antes para llegar a eso. Es decir, perspectiva sistémica, ¿no? Global. Y lo que hace es también centrarse en la capitalización del conocimiento, sobre todo para permitir una toma de decisiones constante durante la ejecución y, por supuesto, al final del proyecto que retroalimente. Y el siguiente paso, que ya es la crème de la crème, que es en lo que estamos ahora, es llevarlo a ser realmente una organización orientada por el impacto. ¿Qué significa eso? Pues significa que llevamos 3 meses creando la nueva teoría del cambio de la organización, donde hay una lógica y una coherencia entre lo que se dice a nivel global que vamos a hacer, es decir, esos grandes KPIs institucionales, con lo que al final se aterriza en lo que hace cada persona en el terreno, vamos. Y todo eso con un sistema de seguimiento y unos indicadores que miden lo que vamos haciendo, toda una lógica también de ir en un constante monitoreo. ¿Para qué? De nuevo, toma de decisiones. Es una gran palabra que lo que hace es hacer la toma de decisiones basada en la evidencia, en la experiencia,
en nuestras propias lecciones aprendidas. Entonces, esto es lo que hace que podamos sacar realmente partido a la evaluación. Nada, estos son apartes metodológicos que no voy a hablar. Vale, entonces, ahora mismo, como decía, estamos en una doble motivación que no es solo la de rendición de cuentas, que esa tiene que estar, porque no nos vamos a engañar, hay donantes y hay que rendirles cuentas, pero que tiene mucho que ver con ese aprendizaje interno, ¿no? Cómo lo que me sale en una evaluación lo incluyo después en mi propuesta. Tiene que ver con una mezcla de técnicas cuantitativas y cualitativas, pero bueno, a lo que iba que es importante es también una medición pre-post. ¿Qué significa? Pues antes y después de la intervención, que realmente nos pueda hablar de cómo atribuir ese impacto, ¿no? O sea, que ya no solo pre-post, sino que encima tengo que hablar también de un post más lejano, que eso suele ser también un problema porque los financiadores no te piden un post lejano, normalmente te piden el informe al mes o como mucho a los 3 meses. Nadie te pide un informe a los 6 meses. Entonces, son medidas que tenemos que ir incluyendo de forma propia y, por supuesto, siempre ir haciendo esto de la cultura de la evaluación, que es ir hablando con financiadores, con empresas, con tal, para ir cambiando este paradigma. Vale, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Esto es una pena porque es un PDF y os estáis perdiendo el maravilloso GIF de Winona Ryder en los Oscars, pero es que es un PDF y no hay GIF. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Nosotros tenemos muy interiorizado nuestro ciclo de intervención. Problema, diseño, ejecución, cambios, ¿no? Ese está claro. Vale, pues nuestra propuesta es que la evaluación no entre al final, que es lo que solemos hacer, sino que entre desde el inicio. En el diseño de la intervención, que entre el diseño de la evaluación. Evidentemente, esto implica un trabajo mucho mayor de acompañamiento, o sea, realmente una inversión en evaluación y en un equipo de acompañamiento. No es solo una consultora externa, que puede ser externo, no es negativo, pero que sí que implica de alguna manera un acompañamiento de largo recorrido y un trabajo mayor, vamos. Entonces, aquí, perdón, que leo para atrás. Aquí hay algunos claves, ¿no? Como es, por ejemplo, el hecho de que necesitamos, al incluirlo en el diseño de la evaluación, claro, muchas veces nos ocurre que entonces la intervención está en diseño y ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchas veces un gap entre el diseño y lo que realmente se ejecuta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente estoy midiendo cosas que no eran las que estaban pensadas, ¿no? Porque todas sabemos que en la intervención cambian las cosas. Entonces, ¿qué es lo que cómo podemos asegurarnos de que esto no nos ocurre? Pues no nos queda más remedio que, como decíamos antes, estar en constante revisión de la evaluación. O sea, que estar ahí, no algo como al final, ¿no? También es súper necesario un pilotaje, porque es necesario esa adecuación tanto al contexto como esa pertinencia de las herramientas que estamos utilizando, si es un cuestionario, sobre todo los cuestionarios. Y luego, muy importante, la calidad del dato, ¿no? Tenemos ciertos problemas que luego el equipo siempre dice, oye, yo tengo que intervenir, a mí no me vengas aquí a decirme que ahora tengo que estar pasando cuestionarios de otro grupo focal y otro grupo, no sé qué. Y lo entiendo, pero hay que entender que si no somos capaces de medir bien las cosas, no podemos poner en valor lo que hacemos. O sea, la evaluación no es algo para entregar a un financiador, es para poner en valor lo que hacemos, para visibilizar lo que hacemos. Y hasta que no entendamos esto y lo entienda todo el equipo, no vamos a conseguir unas evaluaciones de calidad y que valgan para algo. En ese sentido, otro de las cosas que creemos que es fundamental es que normalmente llegamos al informe, ¿no? Diseño de la evaluación, trabajo de campo, informe, o sea, análisis de los cambios, y nos quedamos aquí. Y nos faltan 2 etapas súper importantes, que es la socialización y rendición de cuentas. Es decir, he molestado a un montón de gente, centros educativos, jóvenes, no sé qué, y luego a nadie le cuento qué es lo que ha pasado. Y todo el mundo es como, oye, ¿me quieres decir qué hemos hecho? Por favor. Entonces, hay una cosa que es... Y eso hace además que se apropien. Hacen que se apropien y hacen que valga para algo. Porque si yo no se lo cuento, igual que al equipo, a veces al equipo ni se lo contamos tampoco. Y es como, ¿cómo van a integrar el equipo las cosas si ni siquiera les he dicho, no, mira, es que esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, por favor, socialicemos. Y el otro, fundamental para esa socialización e integración de las recomendaciones, es el plan de seguimiento y acción. Entonces, estas 2 etapas que están ahí olvidadas siempre son casi de las más importantes de todo el ciclo de la evaluación.
Si pasamos a lo siguiente, a mí me ha encantado que el día de hoy viniera o sea, estuviéramos hablando todo el rato en torno a la evaluación, o sea, a la innovación, perdón, que yo estoy con mi chip, a la innovación. Y es que se nos olvida la innovación en la evaluación. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como es una cosa a la que no le damos importancia, que dejamos ahí olvidada, pues no le damos esa relevancia, ¿no? Sin embargo, consideramos que es súper importante y que es lo que hace, de nuevo, que nuestras evaluaciones valgan para algo, sean pertinentes y nos ayuden realmente a no sentirlo como una carga, sino como un aprendizaje, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tiene que ver desde el diseño a la práctica, ¿no? A nivel de diseño, cuando tú te planteas el marco teórico y los elementos metodológicos que vas a desarrollar en tu evaluación, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo poner en valor lo que hacemos. Llevamos todo el día hablando de... Nos decía Astrid esta mañana, ¿no? Porque necesitamos estas habilidades blandas. Manel nos decía, la reducción, estamos consiguiendo reducir los costes de las empresas. Juanjo decía, hay un gap entre las empresas y las formaciones, ¿no? O sea, es decir, hacemos un montón de cosas que somos incapaces de poner en valor. ¿Por qué? Porque la empleabilidad se mide solo por inserciones laborales. Y todo el proceso que hacemos en medio de transformación de las personas no los medimos. Entonces, es súper importante que veamos cómo podemos construir un indicador que sea, por supuesto, medible, es decir, ahí está el tema de cómo consigo los datos, o sea, hay que parametrizarlo, ver cómo se consigue, en qué momento, todo esto, o sea, que sea un indicador real, porque luego nos encanta poner unas cosas ahí maravillosas en el papel que luego dice todo el mundo, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues haberlo pensado antes, ¿no? Entonces... es muy importante entonces esto que digo de ver cómo todas esas patas que decíamos de esa transformación de la persona en estos contextos encima, cuando hablamos de empleabilidad, aquí es porque estamos hablando de gente que viene con mochila de alguna manera, ¿no? Entonces, cómo ponemos en valor esa transformación de las personas y no nos fijamos solo en el indicador de inserción puro, sino en otras cosas. Y no solo en el indicador de inserción puro, sino también en la calidad de esa inserción. Que igual nos quedamos con el 30% de inserciones, fenomenal. ¿Y cuánto tiempo? ¿De qué tipo de trabajo? ¿Y le gustaba en lo que se ha insertado? ¿No? ¿Cómo ponemos en valor también este trabajo vocacional que hacemos en muchos casos, que lo que intenta es ayudar al joven a ver qué es lo que le gustaría y luego a la hora de emplearse, olvídate de lo que te gustaría? Porque claro, aquí lo único importante es esa inserción, ¿no? Entonces, bueno, que requiere un tiempo pues eso, de reflexión metodológica y de pensar cómo poner en valor lo que hacemos, sabiendo que si no lo medimos es como si no estuviera hecho. Le llega al joven, pero no llega a ningún sitio más. ¿Me entendéis por dónde voy con esto de que si no lo medimos no está, ¿no? Vale, otra de las cosas, siguiendo con esta reflexión metodológica, es la reflexión sobre los propios modelos. Nosotros actualmente estamos haciendo, como os decía, un chatbot de orientación vocacional y laboral para jóvenes que al final está basado en IA generativa. ¿Podemos utilizar las mismas herramientas que venimos utilizando para medir la inteligencia artificial? Yo no lo sé, pero así a priori diría, me da cosa, ¿no? Entonces, primero tenemos que preguntarnos, oye, ¿nos vale el modelo de evaluación que estamos haciendo normalmente para medir la inteligencia artificial? Pues a lo mejor no. No lo sé, ahora estamos en ese proceso de escucha con News Teams también, que están participando, precisamente escuchando, ¿no?, a personas expertas en empleabilidad y en inteligencia artificial para que nos digan si vale o no los modelos tradicionales de evaluación para medir el impacto generado por la inteligencia artificial, porque tiene unos parámetros y un paradigma que creemos que puede ser diferente. Y por último, y llevamos hablando como todo el día también de este tema, es la participación real de las personas jóvenes. Aquí en este caso yo estoy hablando de la evaluación, pero realmente nos hemos dado cuenta, y aquí me voy al segundo punto, ¿no?, que si yo te incluyo en la evaluación real, significa que no es solo te pregunto, no es solo me rellenas el cuestionario, no es solo te hago que participes en un grupo focal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diseñando un indicador diseñado por los propios jóvenes sobre qué sería para ellos el impacto que desean con esa intervención. Vale, fenomenal. Me sale que el impacto para ellos sería, no lo sé, pues eso, encontrar lo que les gustaría hacer en la vida. Pero para eso tengo que estar dispuesta a que ese indicador pueda modificar mi intervención. Es decir, le he incluido en la evaluación, pero en realidad le estoy incluyendo en la intervención realmente, ¿no? Entonces, cómo la evaluación a veces puede ser también un motor
para incluir realmente a las personas participantes que a lo mejor en las intervenciones no nos hemos dado cuenta y los hemos olvidado, ¿no? Y con estos mecanismos, tanto de participación real como de feedback, puedan contribuir realmente a la intervención, ¿no? Y en esa línea también hay un gran problema a la hora de la calidad del dato que hablábamos antes, con los instrumentos que utilizamos a veces con los jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes de contextos de vulnerabilidad o en riesgo de vulnerabilidad, muchas veces leer un cuestionario de 30 preguntas se les hace un infierno. Y no por nada, sino porque se aburren y porque hoy en día ya a todos nos cuesta leer más que un titular, ¿no? Que ya no somos capaces de leer las noticias más que en titulares, pues un joven en estas condiciones más. Pues, por ejemplo, una de las medidas que hemos hecho es la gamificación de la evaluación, que esto realmente lo que ha hecho es generar un instrumento adaptado basado en otro tipo de herramientas, afortunadamente tecnológicas, ¿no? Que hoy en día tenemos a disposición otro tipo de medios que nos permiten adaptar esa forma de medir para que asegurarnos que de alguna manera al joven también le valga. Y ese es el segundo caso, o sea, el segundo motivo, ¿no? Que de alguna manera ellos sientan que la evaluación les vale para algo. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues es una especie de autodiagnóstico que lo que vemos es cómo cambian al inicio y al final, de manera que también para ellos están llevando un feedback. No es solo para nosotros medir el cambio de la evaluación, o sea, de la intervención, sino para que ellos también, de alguna manera, se lleven un feedback. Y hasta aquí. Muchas gracias.